Un programme en 3 temps. Un premier temps où on va faire une forme d'état des lieux sur les attentes, les besoins, les enjeux vis-à-vis de la ville de demain. Dans un deuxième temps, nous aurons une première table ronde autour des enjeux de la ville du fer, la démocratie du fer, les tiers-lieux, les tiers-acteurs. Et enfin, nous clôturerons sur fabriquer la ville de demain, parce qu'elle sera avant tout ce qu'on a envie d'en faire. La moitié de la population française, 48%, et les chiffres sont assez proches dans les autres pays, en fait souhaiteraient vivre ailleurs que là où ils vivent. Et ça, c'est le symptôme d'un malaise avec la ville. Il y a 3 moteurs qui nous sont apparus au travers de cette étude. Le premier, c'est l'irruption extrêmement spectaculaire et rapide du numérique. La deuxième, elle remonte à plusieurs décennies, elle remonte à la massification de l'usage de la voiture, qui a transformé complètement nos pratiques de mobilité, notre rapport au territoire. Et puis la troisième révolution, elle est en cours. C'est bien évidemment les injonctions environnementales. Nous avons proposé dans cette étude 6 archétypes de villes. Ça commence par le rejet de la ville connectée. C'est, sur les 6, c'est celle qui est placée en dernier. La plus plébiscitée, c'est la ville qui n'existe pas, c'est la ville nature. La ville à la campagne et la campagne à la ville. Et comment fait-on? C'est aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, c'est une équation que les experts, les élus se doivent de résoudre. Dernier point, la question de la ville collaborative. En fait, elle est très attendue, mais aujourd'hui, elle n'a que peu d'incarnation. Pendant un siècle, on était dans un modèle très productiviste qui fait prévaloir le système de l'offre. Est-ce qu'on est capable de se mettre à l'écoute des usagers de la ville et de les entendre et de réintroduire dans le fonctionnement de la ville de nouvelles innovations? En 2018, du coup, nous avons réalisé une enquête, l'enquête Bouge ton bien-être, qui a recueilli à peu près 1600 réponses de jeunes et étudiants sur le territoire de Aix et Marseille. Déjà, les étudiants, pour la globalité, sont assez peu satisfaits de l'état actuel du logement sur leur territoire. On a un certain nombre d'étudiants qui sont peu satisfaits sur Aix pour des causes de prix. C'est l'une des villes avec le prix du mètre carré le plus élevé en province. Et pour Marseille, pour des problèmes de vétusté des appartements. Il y a un réel besoin de la part des étudiants sur la mobilité. On a 2 villes assez importantes qui sont très peu connectées l'une à l'autre ou bien connectées elles-mêmes sur leur propre territoire. J'ai listé un certain nombre de points qui me semblent importants. Le premier, c'est de renforcer l'intérêt d'être en centre-ville. Donc ça veut dire de l'ombre, ça veut dire des bancs, ça veut dire des trottoirs en bon état, ça veut dire pas trop d'obstacles. Il faut pouvoir circuler, il faut pouvoir stationner. On a des obstacles partout. Aujourd'hui, on est en train de faire beaucoup d'aménagements en centre-ville de Marseille. On est obligé, parce que incivilité, parce que peur que les gens se garent n'importe où. Tout ça, ça participe du fait que les gens n'ont plus vraiment de plaisir à aller se promener en centre-ville. Et si on n'a pas de plaisir à aller se promener en centre-ville, on va sur Amazon. Et si on va sur Amazon, les commerces ferment, etc. Et en fait, on va arriver à ça. C'est-à-dire que tous les commerces, tous les pieds d'immeubles, si on leur laisse pas le temps de muter, donc de commerce traditionnel, il faut peut-être les faire passer à commerce plus restauration, plus un peu de travail, coworking, plus muté. On risque d'aller vers ça. Peut-être qu'on peut se poser la question aussi dans les immeubles du positionnement des bureaux. Est-ce que des bureaux ont intérêt à être dans les étages alors qu'ils prennent la place de logement? Pour qu'un centre-ville fonctionne, il faut qu'il ait des habitants. Et si les habitants, quelque part, ne peuvent pas y être parce que des bureaux se sont implantés à la place, peut-être qu'il y a une incohérence. Peut-être que si les bureaux, à ce moment-là, venaient prendre les rez-de-chaussée, on pourrait reloger des gens un peu plus au-dessus. Je vais vous parler de la démocratie du fer ou de la ville du fer. Comment on peut se loger? Comment est-ce qu'on peut lutter contre la pollution? Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour mieux se nourrir? Enfin, des questions extrêmement concrètes. Quand je suis arrivé à Madrid, ce qui m'a fasciné en tant qu'urbaniste, c'est qu'en fait, il n'y avait pas une grue. C'est-à-dire tout était arrêté.
Et en fait, Madrid, c'était une série d'espaces vacants, comme ça, au milieu de Madrid, parce que vous aviez sur ces espaces vacants, en fait, toute une série de grands projets. Des grands projets de centres commerciaux, des grands projets d'équipements culturels. Il y a eu le phénomène, évidemment, des indignés que tout le monde connaît, sur la Puerta del Sol, qui est quelque part préfiguré ce dont je vais vous parler, c'est laboratoire citoyen. Où là, vous avez différents collectifs, qui peuvent être politiques, d'habitants, citoyens lambda, des commerçants aussi, qui décident de s'approprier la Puerta del Sol. Ça dure 1 mois, à peu près, l'expérience. Et là, vous avez une espèce de ville autogérée qui commence à se développer. Et ce qui m'a totalement fasciné là-dedans, c'est que le phénomène s'est absolument pas arrêté à 3-4 cas, mais il s'est développé dans les différents quartiers de la ville, même des quartiers assez riches, et puis tous les quartiers plutôt pauvres du sud de la ville. Et il y a comme une forme de transformation, en fait, de la manière de concevoir et de penser la ville. Ce sont des acteurs qui ont cette capacité à être entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'usage. Ils naviguent là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu toute une production, en fait, sur des espèces de kits méthodologiques. C'est comment, concrètement, on peut fabriquer cette ville collaborative. Aujourd'hui, Madrid, c'est 10% du budget d'investissement de Madrid qui est dédié au budget participatif, donc ça signifie 100 millions d'euros en fait. Au-delà de cette idée de budget participatif, eux ce qu'ils disent c'est qu'il faut avoir toute une ingénierie derrière qui permette à tout à chacun de pouvoir déposer, porter des projets, défendre ces projets-là, et c'est ça, cette ingénierie qu'ils transmettent. Ces expérimentations, en quoi elles sont les prémices de pérennisation de solutions? Comprendre ce que ça signifie, cette société collaborative, ce que ça signifie cette société du faire. Et donc, c'est un peu des espaces d'acculturation, en fait, des agents de la ville de Madrid vis-à-vis des transformations qui sont en cours. On est aujourd'hui en moyenne à 60 mètres carrés pour un appartement livré. Et on était à quasiment 70 mètres carrés, enfin en tout cas 8 à 9 mètres carrés de plus il y a 40-50 ans, ce qui fait une pièce en moins quand même par logement. On a déjà près de 40% de la population qui dit bah oui, ça serait bien qu'on puisse vivre à plusieurs générations dans un logement. Pour demain, 45% qui dit oui, ce serait très bien. Et puis si on interroge les jeunes, qui sont quand même ceux qui seront là demain, ils sont près de 63% à dire qu'il faudrait que les logements permettent d'accueillir plusieurs générations. C'est concrètement une étude prospective. Une étude prospective pour dessiner la ville d'Aix de demain. On est parti d'un document simple qui est le portrait social d'une ville. C'est une obligation réglementaire dans toutes les villes. Vous en faites un par an. Et il y a des particularités sur Aix-en-Provence. Premièrement, vous avez déjà un phénomène de décohabitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ménage sur 2 à Aix-en-Provence vit seul. Deuxièmement, vous avez un phénomène qui est la principale mutation sociale en France et en Europe, c'est le vieillissement de la population. C'est plus de 25% de seniors de plus de 60 ans en plus d'ici 2030. Ce qui signifie pour nous des modes de consommation différents, des modes de mobilité différents. Les décisions concrètes qui ont été prises par les élus, c'est tout simplement ce que vous avez dit, c'est de mieux maîtriser l'impact de l'évolution démographique sur la commune. Bonjour, je m'appelle Angela, j'ai 12 ans et je suis suppléante du conseil municipal des adolescents. Et ma question c'était comment comptez-vous stopper la pollution ? Ce qu'il y a à faire, c'est monstrueux, c'est énorme. En effet, il faut la pression de votre demande pour alerter l'ensemble des usagers. Les solutions, on ne va pas les dénombrer ici. Elles sont multiples, elles sont très largement dans les enjeux que j'ai évoqués dans mon propos, c'est-à-dire celle d'une ville frugale. Une ville frugale, c'est une ville où on va moins utiliser la voiture, où on va accéder à une alimentation issue d'une agriculture de proximité. C'est aussi autour des enjeux de mutualisation et de partage que j'ai aussi évoqués. Je pense que les pistes sont extrêmement nombreuses en effet, j'invite votre conseil municipal à continuer à les explorer. L'enjeu de la production urbaine et notamment le biomimétisme ou les analogies qu'on peut faire avec le vivant peuvent peut-être nous donner des clés sur la façon d'aborder cette complexité et en même temps aussi tous les paradoxes qu'elle recouvre. Dans la ville créative, c'est l'artiste.
On s'inspire de l'artiste dans la manière de penser, de concevoir la ville. Dans la ville, la smart city, c'est l'ingénieur, très clairement. Et dans la ville collaborative, c'est le maker, c'est l'artisan. Dans ces modèles de ville bio-inspirés, on est sur une autre dimension où là, c'est clairement la nature qui doit et qui peut nous inspirer pour penser justement l'avenir de nos territoires et de nos villes. À droite, donc c'est un projet qu'on a étudié il y a 5 ans. Comment utiliser la propriété d'un organisme vivant de générer sa propre lumière sans énergie. La méduse, mais il y a plein de micro-organismes qui produisent cette lumière. Comment essayer de la concentrer pour qu'à terme, on puisse faire soit de la signalétique dans des bâtiments, soit de la communication, soit peut-être un jour carrément éclairer des bâtiments. On a financé une thèse, on est associé donc à un laboratoire qui est à Lumini, le MIO. On arrive aujourd'hui à avoir un objet bioluminescent qui dure pendant 20 heures. Donc c'est qu'au premier, c'est les balbutiements, mais quand même, imaginez qu'on peut créer de la lumière sans dépenser d'énergie, c'est pas mal. On va enchaîner sur une deuxième thèse qui est en lien avec celle-ci, qui est de se dire, mais qu'utilisent ces bactéries pour produire cette lumière? Elles vont utiliser des déchets. Et ce qui est fort dans la nature, c'est que la nature ne produit pas de déchets. Chaque déchet est une ressource pour un autre organisme. Merci à tous pour avoir fait le chemin jusqu'à Aix pour écouter ces 4e conversations. Ça clôture un cycle que nous avons animé à la demande de la DGA Projet Métropolitain. La prospective, l'imaginaire, le travail sur le futur, ça fait partie de l'ADN des agences d'urbanisme. Donc on s'est volontairement et volontiers inscrit dans ce processus-là. Nous, on est frappé effectivement des mutations effectivement, qui traversent un peu nos vies, nos territoires et nos systèmes de pensée. Et au-delà même de ces mutations, c'est surtout la vitesse de ces mutations qui nous préoccupe. On a évoqué pendant ce cycle 4 sujets, donc la société, les ressources, le travail, ce soir les modes de vie. Alors on a bien envie d'en aborder d'autres, parce que c'est vraiment ce qu'on a fait est bien, mais un peu fragmentaire. Il y a beaucoup de mutations sur lesquelles les territoires, donc les élus, et nous, modestes techniciens qui les accompagnons, on essaie de trouver des solutions. Donc on a envie de continuer et j'espère que vous serez encore à nos côtés l'année prochaine.